Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Bruno. Bonjour Rex, ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci. Aujourd'hui, on prévoyait vous parler de l'injection et .NET Core. Oui, ben je voulais dans le fond parler un peu de, tu sais, justement avec .NET Core qui ont amené peut-être une manière différente de faire l'injection, c'est-à-dire leur propre système. Fait que au lieu d'avoir le réflexe d'installer les autres Ninject, AutoFac comme on est habitué, Structure Map. je me suis penché sur l'idée d'utiliser celui de .NET Core, voir si ça vaut la peine, s'il y a des limitations, qu'est-ce qui fait qu'on devrait l'utiliser ou pas. OK, c'est bon. Bon, normalement, quand on veut utiliser l'injection, moi j'aurais tendance à vouloir ajouter un package, après ça, associer le factory, par exemple, de mon application web pour utiliser le framework d'injection. Avec .NET Core, c'est bien différent. Là. On n'a même pas besoin de faire ça. OK. Déjà en partant, pas besoin de package, parce que c'est built-in avec .NET Core. Fait on s'élimine ce souci-là. Puis ensuite, dans le fond, on va aller voir la classe Startup, qui est la classe qui vient toujours avec nos applications .NET Core. Pour configurer l'injection, c'est aussi simple que d'ajouter les instances qu'on veut injecter avec leur interface. Et là, je vois que tu as comme ajouté 3 services à tes services. Donc, tu peux me parler un peu des différences entre les 3 types de services que tu utilises? Oui, ben dans le fond, le premier, c'est au niveau des singletons. Quand on injecte quelque chose dans .NET Core en tant que singleton, ben ça va faire justement le singleton pattern. Ça va lui permettre de déclarer cette instance-là puis d'avoir une seule instance au travers de toute l'application. L'instance va être créée à la première utilisation, j'imagine, Ouais. puis après, ça va être conservé pour tous les prochains appels. Exactement. OK. Donc, au final, c'est toujours la même instance qui va nous être retournée. Le scope, ça ressemble un peu au singleton, mais c'est que ton instance, ça va être recréée à l'intérieur de chaque request que tu vas faire. Donc, par exemple, si tu arrives à une page, on affiche la page, puis à l'intérieur de la page, tu as quelque chose qui est scope, qui est utilisé 3 fois, bien, ça va être 3 fois la même instance qui est utilisée. OK. Donc, tu n'auras pas, exemple, quelque chose qui pourrait, on va le voir plus tard quand on va faire la démo, mais quelque chose qui fournit un GUID, par exemple, ben, il va toujours te fournir le même à l'intérieur de ta request. Puis le dernier, le transient, ben ça dans le fond, c'est injection de base, si on peut dire, là, que chaque instance que tu demandes de cette interface-là, tu as une nouvelle instance dans la classe qui est créée à chaque fois. OK. Y a-t-il moyen de faire comme on faisait avec d'autres frameworks d'injection, de créer l'instance au moment où on fait la configuration? Par exemple, je voudrais faire quelque chose de particulier, puis mapper une interface à une instance directement. Ouais, si on regarde par exemple, je peux faire afficher l'overload ici. C'est dans le fond, il y a moyen de spécifier un provider pour faire en sorte que tu vas lui donner un certain contexte d'initialisation. Si par exemple, ta classe était instanciée avec une connection string, ben là, on pourrait le faire directement à partir de là. OK. Tu peux y injecter comme le provider, donc le factory de ton instance dans le service là. Fait que là, il va utiliser ça au lieu d'utiliser, mettons, juste un new par défaut qui va utiliser. Probablement, l'injection est récursive. Fait que si tu injectes quelque chose qui a besoin lui-même de l'injection, il va être capable de résoudre ses dépendances. Mais dans certains cas, tu voudrais être capable de la configurer. De pouvoir avoir quelque chose de spécifique. Il y a quelque chose, tu parlais des constructeurs, on le verra plus tard, mais il y a certaines quand même limitations au niveau de l'injection de .NET Core versus ce qu'on pourrait faire, moi je pense entre autres à Ninject. Mais on en reparlera un peu plus tard, parce que c'est vraiment des cas spécifiques qui sont, d'après moi, peut-être pas un problème en soi si on change peut-être un tout petit peu notre manière d'utiliser. OK. Bon, là, j'aimerais ça voir un peu comment ça se passe, mettons, dans une application web, comment on peut utiliser ces différents services-là. Oui. Ben dans le fond, on va aller directement sur la page. On va regarder le code après, mais dans le fond, si on revient à ce qu'on parlait par rapport au scope, transient et singleton, dans le fond, ici, j'ai fait afficher avec mon service qui retourne un nouvel ID, comme on parlait, un GUID. J'ai fait afficher la différence entre scope et transient. Comme on peut voir ici, le scope, c'est la même requête. Transient, justement, vu que c'est une instance à chaque fois que cette classe-là, cette interface-là est demandée, c'est toujours un nouveau GUID. Si on rafraîchissait notre page, on voit que là, à l'intérieur d'une nouvelle requête, le scope a changé. Puis le transient, lui, bien évidemment, c'est à chaque requête. Donc ça permet facilement d'expliquer la différence. Ici, on ne voit pas le singleton parce que dans le fond, je m'en suis servi pour la liste de personnes qui est affichée. Donc là, évidemment, c'est à des fins de démo, mais j'ai mis la liste de personnes à l'intérieur du singleton.
Puis lui, il va être réutilisé. Donc, quand on navigue vers cette page-là, qu'on s'en va ailleurs, c'est toujours la même instance qui va être retournée. On peut même aller plus loin dans l'idée, là, mais si on modifie, qu'on sauvegarde, on peut revenir au home. Et le changement est là parce que ma liste était vraiment contenue à l'intérieur du singleton. OK. Si on s'en va voir au niveau du code, dans le fond, on va commencer avec notre contrôleur ici. Pour l'injection, là-dessus, c'est pas différent de n'importe quel framework d'injection qu'on aurait pu utiliser dans le passé. On fait juste définir les interfaces. On définit notre interface, exactement. Okay. Pas plus compliqué que ça. Après ça, on les garde dans un field local à notre classe. Ça ne change pas. Une petite différence qu'on peut retrouver, que moi je trouvais assez intéressante au niveau de MVC dans les actions du contrôleur, en spécifiant l'attribut From Services, on a moyen d'injecter directement à l'intérieur d'une action. OK, donc là, c'est l'action elle-même qui reçoit. Donc, le factory du service, quand il crée le service ou qu'il crée le contrôleur puis il essaie d'appeler la méthode, From Services dit, va chercher cette interface-là dans ton framework d'injection puis injecte la valeur. C'est ça. Donc, au final, tu sais, pour des injections, des fois qu'on a besoin d'une seule et unique méthode, je pense qu'il peut y avoir un avantage à faire ça pour éviter de polluer avec plusieurs fields au niveau de notre classe. Puis là, ce que tu te fais injecter, c'est le service qui est défini par scope. Donc, ce que ça veut dire, c'est que peu importe, ça va recevoir la même instance dans la méthode que dans le constructeur dans ce cas-ci. En plein ça. Donc, si on voit, justement, je l'ai reçu ici, puis on l'a initialisé dans Other Scope ID versus dans le constructeur qui était dans Identifier Service Scope, donc qui est juste ici. Donc, le scope et Other Scope. Si on revient sur la page ici, le scope du constructeur, le scope de la méthode, c'est vraiment la même instance. OK. La seule chose, par contre, que je mettrais peut-être en garde là-dessus à faire attention au niveau de la méthode, c'est que ça reste que ça peut cacher un peu une complexité au niveau de notre contrôleur. Par exemple, si on faisait ça dans toutes nos méthodes, on arrive sur la classe, on voit le contrôleur qui n'a aucun paramètre, il ne se fait rien injecter, on se dit la vie est belle, on peut changer nos choses sans problème. On se rend compte que ça pète de partout parce que c'est injecté plus loin. Ouais. Fait à faire attention, mais je pense que dans certains cas, pour des vraiment restreints, quand c'est dans un cas en particulier qu'on a besoin dans une seule et unique action, par exemple, ben là, ça peut valoir la peine. Ça évite de le déclarer dans la classe pour rien. Puis là, au niveau de HTML, ça ressemble à quoi? Ben, c'est ça la beauté de la chose aussi, c'est qu'on peut injecter directement avec l'attribut @inject au niveau de la vue. C'est sûr que là, pour quelque chose qui fait du traitement de la logique, je ne le verrais peut-être pas nécessairement, mais des choses qui peuvent aller chercher, par exemple, du formatage ou des trucs. Ben, on l'avait déjà vu, par exemple, avec la localisation, de permettre d'injecter le localizer qui est spécifique à cette view-là, ça vaut la peine. Mais évidemment, on peut étendre ça un peu plus loin dans le cas de certains services comme ça. Dans les applications, on aimerait ça découper notre système plus en modules, puis avoir l'injection spécialisée pour chaque module. Puis aussi, probablement, quand il y a beaucoup de configuration de l'injection, on aimerait ça découpler ça un peu, puis mettre ça à côté. Ouais. Comment on ferait ça? On va aller voir ça. Dans le fond, si on revient au niveau de notre startup, on regarde les différents services que j'avais ici, qui sont tous, justement, j'avais préparé le coup, dans mon projet Core. Okay. Donc, on les voit ici, les interfaces, le service qui est là. Je me suis simplement fait ici une méthode d'extension sur le iService Collection. L'avantage un des avantages que je vois par rapport à ça, c'est que notre méthode, par exemple, on peut la nommer selon le domaine d'affaires de notre module. Donc, justement, on parlait de Domain-Driven Design souvent. Là, ça nous permet d'avoir une méthode qui dit qu'est-ce qu'on injecte dans notre système. Le framework s'en sert, par exemple, pour les faire comme add MVC, add logging, add localization, c'est ça. Donc, c'est tout packagé. C'est comme si chacun de ces services était des modules que le framework peut ajouter avec toute sa configuration, toutes ses dépendances, en fait. Donc, on sait que quand on ajoute ça, il ne nous manquera pas de morceaux. On ajoute ce qu'on a besoin pour ça. Puis, avec le fait que c'est des méthodes d'extension, après ça, évidemment, il faut que notre projet connaisse l'autre projet. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est au niveau de notre services, on s'en va chercher notre méthode d'extension et l'injection est faite. On pourrait même repartir le projet pour prouver que tout fonctionne.
Donc là, c'est concis. Ça fait tout ce que ça a à faire. Puis notre autre module, notre autre projet, il est responsable de son injection. Donc, ça nous permettrait aussi d'externaliser les dépendances dans vraiment un autre projet pour que le projet web n'ait pas de dépendance vers, par exemple, les autres assemblées de la solution, par exemple. Exactement. Il y aurait probablement une dépendance indirecte, là, on n'a pas le choix, mais le lien avec les projets, il ne serait pas là. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, aller chercher les classes nous-mêmes sans passer par l'injection. C'est bon. Bon, dans certains cas aussi, il arrive qu'on a une ambiguïté au niveau de la construction des dépendances. Par exemple, s'il y a deux constructeurs qui ont les paramètres qui peuvent être ambigus au niveau de la construction de l'injection, comment on peut s'en sortir avec le framework d'injection de .NET Core? Ben, ça revient aussi un peu à ce qu'on parlait en tout début d'épisode par rapport au factory qu'on peut avoir au niveau de l'injection. C'est pour ça que j'avais une petite région ici à voir plus tard. Là, j'ai fait un exemple avec un logging service. Évidemment, on ne parle pas de notre cas d'ambiguïté, mais juste pour montrer l'idée que lui nous permettrait d'aller chercher, par exemple, quelque chose, une injection quelconque qu'on pourrait après ça passer plus spécifiquement dans notre service au niveau de l'initialisation. Si on vient à ton exemple d'ambiguïté, par exemple, si on avait une classe avec deux constructeurs qui prennent injection A et B pour le premier, A et C pour le deuxième constructeur, bien ici, avec un provider, on serait capable d'aller chercher par le getService notre implémentation de A. Puis après ça, par la suite, selon par exemple un if ou quelque chose, savoir qu'est-ce qu'on a besoin d'injecter, ou peut-être même pas de if, peut-être carrément injecter ce qu'on a besoin dans la majorité des cas. Puis les fois où on a besoin de l'autre constructeur, le deuxième constructeur, bien, peut-être que là, on ferait un new standard avec vraiment juste l'utilisation. Je pense que ce que ça permet aussi, le provider, là, on retourne l'instance directement comme ça, mais s'il y avait une certaine initialisation à faire suite à la construction de l'instance, par exemple, on aurait besoin d'appeler une méthode de logging service ici pour soit initialiser quelque chose, puis on pourrait le faire là, on pourrait le faire aussi. On pourrait, oui. Donc, ce serait puis évidemment, notre provider getService, ben lui, si l'injection, c'est la classe qui allait chercher, avait besoin, elle, d'autres injections, ben il s'en occuperait pour nous. Fait qu'on, c'est pas parce qu'on veut faire quelque chose comme ça qu'on se ramasse à injecter toutes les classes qui viennent avant pour arriver à notre résultat final. OK. Donc, en conclusion, on voit que c'est quand même assez facile d'utiliser l'injection de .NET Core. Ouais. C'est déjà tout built-in. Il y a 3 façons d'injecter nos dépendances, en fait. Nos dépendances, oui. Si on les rappelle, dans le fond, on a évidemment au niveau du constructeur de la classe, qui est la manière pas mal standard de tous les frameworks d'injection. Dans le cas de MVC, on peut y aller dans la méthode, directement dans l'action, avec l'attribut From Services, c'est ça. Et au niveau des views directement, que la plus grande utilisation, peut-être qu'on va voir, c'est au niveau des view localizer, dans le cas où notre application est localisée. Mais il y a quand même d'autres utilités à l'avoir là. Puis aussi, on peut utiliser différents scopes pour la résolution des dépendances. Donc, on peut y aller avec le scope, justement, pour la transaction en cours. On peut y aller avec le transient, qui va être une instance à chaque utilisation. Et puis, on a le singleton qui va être une instance globale pour toute l'utilisation du système, en fait, tant que le process reste live. Donc, si on était sur un serveur AES, par exemple, si la pool est recyclée, bien là, il va... Ça va être une nouvelle instance. Mais il va garder rester longtemps. Oui. Puis, tu sais, dans le fond aussi, c'est ça. Si on regarde, au final, tu sais, je pense que malgré qu'on, tu sais, en tant que développeur, on aime beaucoup aller vers les nouvelles choses, les nouvelles technos, mais quand tu es habitué à quelque chose qu'on est dans nos vieilles pantoufles, des fois, on a une petite réticence à changer. Moi, je pense justement à la première fois que j'ai voulu utiliser ça, mon premier réflexe, c'était de me dire non, je suis mieux avec Ninject. On est habitué avec ça va bien, ça marche bien. Faut peut-être pas avoir ce réflexe-là avec l'injection de .NET Core. Je pense qu'ils ont réussi à faire quelque chose de très solide qui va répondre à probablement tous les besoins qu'on peut avoir là-dessus. Good. Donc, ça conclut notre épisode. On vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le lien, sur le s'abonner et aussi la petite cloche pour être notifié des nouveaux épisodes. Ouais. Puis, les références vont être en description, donc vous pouvez vous référer à tous les liens qu'on va mentionner aujourd'hui. Puis, à la prochaine. Merci.